JS, il y a pas mal de frameworks qui sont connus. Il y a Express, Flatiron avec RESTful, Sails avec Loopback ou encore Happy. Ce soir, je vais vous parler de Happy, pour que vous ayez un peu des éléments de comparaison pour choisir par la suite, pour un nouveau projet par exemple, votre framework pour faire vos API. Happy est un framework Node qui permet d'instancier un ou plusieurs serveurs Node pour servir des ressources et une URL donnée. C'était inventé par Walmart, par Eran Hammer, qui est le papa de OAuth ou OAuth 2. En fait, ils ont essayé d'abord Express, ils se sont rendus compte que ça allait pas assez loin. Ils sont passés à Flatiron, ça allait toujours pas assez loin, donc ils se sont dit, bon bah, pour Walmart, de toute façon, ils veulent des API pour leur mobile, donc on va refaire un truc tout nouveau, avec notre équipe, qui va totalement changer de ce qu'on voit ailleurs. Donc je vais commencer par un peu les basiques. Donc un premier Hello World, quelques tests unitaires avec leur propre framework de test, comment on décrit des routes, les événements et cycles de vie d'une requête, configurer un peu le serveur qu'on aura créé, voir le système de modularité de Happy qui sont les plugins, un rapide reverse proxy implicite qui est fourni par certains plugins Happy, gestion des statiques et des vues et authentification. Je vais aller assez vite parce que c'est assez plein. Donc on va commencer tout simplement par Hello World. Objectif, afficher Hello World à une URL spécifique et dans un deuxième temps pouvoir mettre un objet JSON sur une autre URL. Première étape, j'initialise mon projet, j'installe Happy, je crée un index.js, je modifie mon package.json histoire de mettre mon lancement de serveur et je crée le readme et le gitignore qui vont bien. Mon index.js. Pour instancier un serveur Happy, c'est pas plus compliqué que ça. Pour faire la première route. C'est-à-dire, je require Happy, je crée mon nouveau serveur. Est-ce que tu peux grossir la fonte, s'il te plaît? Bonne question. Une des différences avec Express, par exemple, c'est qu'au moment où je crée mon serveur, je lui dis directement sur quel port est-ce qu'il va écouter. Et derrière, j'appelle la méthode route, qui va permettre ici de définir sur le pass slash la méthode get, et qui va me répondre un hello server. Si je veux créer une route qui renvoie un objet, en l'occurrence Gali l'alligator, la méthode reply gère automatiquement le type d'objet que je réponds et va mettre les bons headers, en l'occurrence application JSON, en réponse. J'ai pas besoin de lui dire quel est le type d'objet qu'elle doit répondre, un peu comme sur Express d'ailleurs. Et à la fin, je finis par mon serveur.start, et mon serveur écoute. Là, si je faisais un appel sur slash, j'obtiendrais Gali alligator. Mon package.json, je mets ma dépendance Happy, et j'ai juste à faire un index, ça lance tout le bazar. Test unitaire. Moi, ce que je veux, c'est développer en TDD, parce que le TDD, c'est bien, et je veux avoir un petit test code coverage derrière. Pour ça, Happy a créé son module lab et code qui permettent tous les deux de faire du test. Donc je vais créer un dossier test, je vais créer l'index.js du test, j'écris mes tests, je modifie mon package.json pour ajouter ma tâche test. Donc ici je récupère mon code, je récupère mon Happy toujours, je récupère mon lab, plus tard je récupérerai mes routes, et en fait ici je peux récupérer directement tous les utilitaires qui sont describe, hit et expect qui se trouvent dans le lab, parce qu'ils embarquent déjà tout le reste, ce qui fait que par exemple si je ne veux pas utiliser Mocha ou si je ne veux pas utiliser les différents frameworks de test qui existent, je peux très bien utiliser celui fourni par Happy qui contient normalement le strict nécessaire pour pouvoir tester Happy. Mon package.json, pour lancer mes tests, je vais appeler le binaire qui se trouve dans le lab, et avec l'option "-c", j'obtiens mon test coverage. Maintenant, je veux développer un peu plus mes routes, parce que pour l'instant, un Hello World et un Gali alligator, c'est pas grand chose. Donc je vais créer mes tests pour mes routes, je vais créer ma bibliothèque de routes, et je vais modifier mon index.js pour les charger. Mes tests. Je reprends la base de tout à l'heure, je vais bien récupérer mon fichier de route, je vais mettre un describe pour routing. Et ce qu'on peut voir d'intéressant au niveau de Happy, c'est que le serveur a une méthode inject qui va me permettre d'éviter totalement le réseau et de faire directement une injection pour obtenir le résultat à travers les routes déclarées par Happy. Ça me permet de tester finalement beaucoup plus facilement. Je peux mettre ce que je veux un peu dans mon serveur de test, je peux le configurer exactement comme je veux et faire comme si tout ça passait par un réel appel HTTP, en dehors du côté réseau. En l'occurrence ici, quand j'aurai une URL récip,
je pourrais vérifier que j'obtiens bien un status code et un status code à 200 et que j'aurai bien un résultat qui sera retourné sur cette URL. Inject prend aussi d'autres paramètres. Là, c'est une autre, là c'est deuxième URL récip avec un ID. Et ici, je dis par exemple que je veux du put et que je veux donner comme payload un ID de 1. Je peux passer à peu près tout ce que je peux faire avec Happy directement au niveau de la méthode inject pour tester très facilement. Donc, mon fichier de route, je vais récupérer récip qui est un fichier de configuration. Et en l'occurrence ici, je vais juste faire le routing. C'est-à-dire, je vais dire sur le pass récip qu'il y a un get, je vais faire quelque chose qui ressemble à un find all. Sur mon récip ID, avec directement ici mon pass qui va avoir une méthode, une propriété récip ID, je vais faire la méthode récip.get. Pareil pour l'insert sur le put. Pour charger mes routes, je réutilise ma méthode serveur.route qui peut prendre soit un tableau contenant des routes, soit une route unique. Et je relance mon serveur. Mais qu'est-ce qui se trouve dans cet objet recipe que je voyais tout à l'heure? Il est là. En fait, dans mon recipe, ce qui est intéressant dans Happy, c'est qu'on est dans la configuration, on n'est pas dans le code. C'est-à-dire que ce que je vais lui passer, en dehors donc, du pass et de la méthode, ça va être un objet qui va lui dire qu'est-ce qu'il est supposé faire. Et l'avantage de pouvoir sortir cet objet de ma route va me permettre de le partager, va me permettre de le modifier entre mes différentes routes, va me permettre de faire par exemple de la génération de routes automatique. Ce que j'aurais plus de mal à faire avec Express par exemple, étant donné que c'est une méthode que je vais appeler pour générer une route. Par exemple ici, sur ma méthode pour récupérer les différentes recettes, je vais lui dire, ben voilà, tu as une description, si j'ai envie d'utiliser un plugin qui utilise cet objet description, c'est disponible, et je vais lui mettre un handler, qui est un contrôleur, qui va non pas prendre rec, res, next, par exemple, comme dans Express, mais qui va juste prendre la request et le reply. Et ici, je vais lui dire, dans mon serveur, je vais injecter une méthode qui s'appelle findAllRecip, et tu vas utiliser cette méthode pour me renvoyer le résultat, et ce résultat, si c'est une erreur, tu me replay une erreur, si c'est un recip, en l'occurrence, ce sera un tableau, tu me réponds le tableau. Côté positif de Happy, j'ai pas besoin de lui dire que R c'est une erreur. Il va être capable de le déterminer, de le détecter lui-même et de mettre exactement le bon code erreur correspondant. Autre exemple, l'avantage de cet objet de configuration, c'est que je peux aussi mettre de la validation. En l'occurrence, sur ma méthode get, je sais que je vais recevoir un paramètre qui est le recipe ID, comme je l'avais déclaré tout à l'heure dans la route. Et je dis, ce recipe ID, c'est un number, il est required, et en plus, voici comment je définis mon objet. Donc ici, si je reçois un recipe ID qui n'est pas un nombre, dans mon URL, le framework va automatiquement rejeter mon URL en disant que ce n'est pas les bons paramètres. Pareil, si j'essaie d'envoyer autre chose qu'un recipe ID, ça va être rejeté parce que ce n'est pas déclaré parmi les clés autorisées dans la requête. Et au niveau de mon handler, j'ai directement l'objet request qui est enrichi avec mes paramètres que je peux directement réutiliser. Je n'ai pas besoin d'aller les rechercher, je n'ai pas besoin de parser. Tout est directement présent dans ma request et à disposition. Et encore une fois, je vais aller chercher directement dans mon serveur une méthode getRecip que je vais déclarer plus tard. Cas encore un peu plus compliqué, insertRecip. Ici, en plus de définir ce que je vais avoir dans mon paramètre d'URL, je définis ce que je suis supposé avoir dans mon payload. En fait, toutes ces définitions, ils sont partis sur un objet joy. L'avantage de cet objet, c'est que par exemple, quand je lui dis payload c'est comme ça, si je reçois un autre payload, en debug, il va pouvoir très bien me mettre en gras et en rouge les différents attributs et propriétés qui ne correspondent pas. En l'occurrence, si j'envoie un type qui contient un array qui n'a pas soit entry, soit main, soit desert, il va être capable de dire exactement pourquoi mon paramètre d'entrée ne matche pas le paramètre attendu. Il est capable, lui, derrière, de définir quelles sont vraiment les choses attendues et de me les restituer. Je n'ai pas besoin de faire un diff ou demander à un quelconque moteur d'assertion de me dire quelle est la différence entre les deux objets. Joy est capable de le faire. Alors, je reviens un peu en arrière, parce que je crois que j'ai passé des trucs.
Et ça fait partie, au niveau de Hapi, de tout ce qui est gestion des événements et des cycles de vie. C'est-à-dire, vu qu'on passe pas sur du res, rec, next, je suis perdue dans mon plan. On passe pas dans une chaîne de middleware. Tout le principe, ça va être de revenir sur l'événementiel, sur le fait de dire, ben voilà, je sais exactement quel est le cycle de vie de ma requête, je veux me mettre à tel endroit pour faire telle action, ou à tel autre endroit pour faire telle action. Par exemple, si je me mets on request, vu que c'est avant le routing, je suis capable de changer la route en fonction des différents paramètres d'entrée. Ou encore, si je me mets en pré-handler, je suis capable de modifier les paramètres de mon payload avant même qu'il n'entre dans mon handler. Donc j'ai pas besoin de surcharger mon handler avec autre chose que ce que c'est supposé faire. Je suis capable de faire pas mal de traitements en dehors de ces handlers-là. Ou encore, en pré-response, je suis capable de dire, ben, je vais vérifier le type d'objet que j'ai. Si jamais c'est un objet, je vais le transformer en tableau. Si jamais c'est une erreur, je vais le transformer en autre chose. Je suis capable de me mettre exactement à l'endroit où je veux et j'ai pas besoin de réfléchir à quel moment je suis et dans quel ordre j'ai pu mettre les autres plugins que j'ai utilisés, les autres modules. Donc là, en l'occurrence, on a créé le récit.lib. Dans mon data, ça va être ma source de données. Donc, comme je disais, sur rec, res, next, ce qu'il n'aimait pas Eran Hammer, c'est le fait que l'ordre des middleware compte. Il va falloir chaque fois que je mette un middleware de me dire est-ce que ça ne modifie pas déjà un objet qui va être utilisé après, est-ce que c'est avant? Si je veux parser un cookie, il faut bien que je pense à mettre ce qui va utiliser le cookie derrière, mais j'y pense pas forcément. C'est un peu compliqué, c'est un tableau, des fois il faut que je réordonne mes fonctions parce que je les ai mises ailleurs ou dans certains cas particuliers. Ici, il n'y a pas cette difficulté vu qu'on est sur des événements. On diminue aussi le risque de collision parce qu'avec des plugins externes, on ne sait pas quelles sont les variables qui vont être utilisées par ces plugins, alors qu'ici c'est géré. Et enfin, la technique est mélangée avec le métier, c'est-à-dire comme je disais tout à l'heure, le fait d'aller chercher, d'aller parser un payload ou le fait d'aller modifier une variable technique ou un routing, ces choses-là, c'est pas supposé être du métier. Donc là, le métier est vraiment remis au niveau du handler et ce n'est plus mélangé avec le reste. Et toute la réflexion de Hapi, c'est cette opposition à la configuration contre le code. Donc, on ne passe plus du tout sur des chaînes de fonctions, on passe vraiment sur de la configuration à base d'objets qu'on va pouvoir réutiliser, qu'on va pouvoir exporter, qu'on va pouvoir modifier et cloner. On diminue les erreurs avec la validation, donc on assure de la consistance. On peut générer du code, faire de la documentation, parce que tout a exactement la même forme. Donc deux développeurs qui vont faire le même type, qui vont tous les deux utiliser Hapi, ont plus de chances d'avoir un code similaire que deux personnes qui vont utiliser Express, qui vont potentiellement échanger l'ordre d'appel des fonctions. Donc mes data, par exemple, je vais aller initialiser une base Mongo ou quoi que ce soit pour aller chercher mes données. Ici, si jamais on request, comme je disais tout à l'heure, je me plug sur un événement, j'ai juste à faire une méthode server.ext pour dire, ben voilà, je vais récupérer la requête, je vais avoir la prochaine fonction, et par exemple, en l'occurrence, j'affiche l'URL de la requête source. Un des autres aspects qui est intéressant dans Hapi, c'est que leur but, c'est vraiment de garder les objets natifs de JavaScript intacts. Donc là, en l'occurrence, ils utilisent une requête qui est très peu modifiée, contrairement à celle d'Express. Mais dans le cas des buffers ou des streams, c'est aussi les objets natifs de JavaScript qui sont utilisés et pas quelque chose d'encapsulé. Et ici, c'est à ce moment-là où j'arrive à dire au serveur, ben, tu vas mettre telle méthode dans mon serveur. Donc je suis sûre que cette méthode-là, elle sera utilisée que par ce plugin-là. J'aurai pas différents plugins qui pourront utiliser les mêmes noms de méthodes, donc potentiellement, j'aurai pas de manière d'écraser mon code. Je suis sûre de mettre à certains endroits. En fait, je suis sûre que partout dans mon code, chaque fois que je vais appeler serveur.method.findAllReceive, j'aurai exactement la même méthode parce que ce n'est déclaré qu'à un endroit, il est capable de vérifier cette déclaration. Donc, mise à jour de mon package.json. Maintenant, ce qui est aussi intéressant là-dedans, c'est la configuration du serveur. Parce que comme vous avez pu voir, comme on est beaucoup dans la configuration, on peut en mettre un peu partout. Et ce qui va nous intéresser surtout, par exemple, c'est mettre du CORS. Pour ce faire, j'ai juste à mettre un objet option au niveau de mon serveur. Voilà, je suis capable de faire des appels vers Google. Enfin, de recevoir des appels vers Google, plutôt, de Google. Je peux mettre très facilement du cache. En l'occurrence, là, je viens de mettre un cache Redis. J'ai juste à rajouter mes options si jamais ce n'est pas les options de base. Mais si j'ai un Redis de base, je suis capable de l'utiliser sur toutes mes routes. Exemple, sur ma route Google qui attend une query, qui est en get, je lui dis, ben, je veux que tu mettes en place un reverse proxy.
quand j'appelle cette route sur mon serveur local, dans les faits, je rappelle Google derrière. Et je veux en mettre un cache sur le serveur et sur le client, à partir de Redis, ce que j'ai mis sur mon serveur. Je veux que mon cache il expire dans 5 minutes. Je veux que dans 4 minutes, ma donnée soit considérée comme périmée. Et si au bout de 200 millisecondes, je n'ai pas de réponse de Google, tu fournis l'ancienne donnée et la prochaine fois, tu stockes la nouvelle donnée. Donc ça peut se faire au niveau de chaque route, ça peut se faire au niveau du serveur de manière globale. Et en plus, on peut créer des helpers pour dire, ben voilà, je veux que sur ce helper, sur cet objet obtenu, spécifiquement, il y a encore un autre timeout. Je peux configurer vraiment à tous les niveaux, que ce soit en amont de la requête, au moment du contrôleur, ou même après. Et par exemple, mon objet reply, ce qui est vraiment aussi sympa, c'est qu'il n'est pas renvoyé tout de suite. C'est-à-dire, lorsque je fais la méthode reply, ce n'est renvoyé qu'au next tick. C'est-à-dire qu'entre deux, j'ai pas besoin de faire juste un objet qui sait tout. Je peux très bien dire 3 lignes plus tard, tant qu'il n'y a pas de méthode asynchrone dans le tas, ben, je veux un TTL tel ou je veux un type tel. Je ne suis pas obligé de tout faire d'un coup, alors que par exemple dans Express, si je lui fais un reply et que je veux des headers spécifiques, je vais être obligé de lui fournir d'un coup. Et ça, ce fait de gérer ce reply en synchrone, ça peut donner aussi pas mal de flexibilité sur le retour des réponses. Enfin, une des grandes forces de Hapi, c'est les plugins. Par exemple, ici, le plugin Boot est un plugin de monitoring. Je vais dire, alors, un serveur, c'est en fait un groupe de 1 serveur, un pack de 1 serveur. Dans Hapi, tout est pack. C'est-à-dire que je gère 8 serveurs ou que j'en gère un seul, pour lui, c'est la même chose. Là, en l'occurrence, je lui dis, sur ce pack, je veux qu'il y ait le plugin Good avec ces options-là. Autre exemple, là, tout ce que je viens de faire, toute cette bibliothèque, finalement, ben, j'ai inscrit des méthodes dedans, j'ai mis des routes. Ben, je peux très bien dire, très facilement, ben voilà, ça va être un nouveau plugin. Je veux que ce plugin, il soit sur tel pack, et pas sur tel. Et pour faire un plugin, c'est pas plus simple que, enfin, c'est aussi simple que de faire un module.export de register avec une fonction, et un module.export des attributes. Et c'est tout. J'ai mon plugin ici. En 3 lignes, je suis capable de faire un plugin totalement indépendant, et comme ça, de modulariser, donc de diminuer les possibilités d'erreur et de pouvoir augmenter la modularité de mon serveur et de savoir ce que j'ai mis dessus. Comme plugin qui existe déjà dans Hapi, il y a Reflector qui fait notamment des WebSockets pour pouvoir discuter avec la console, avoir toutes les informations en live. Catbox qui gère encore mieux les sessions que ce qu'on a vu tout à l'heure. Travelogue qui permet d'utiliser Passport, Cloud qui fait de la documentation. Voilà, il y en a pas mal. Ils en rajoutent récemment, régulièrement, ils les mettent à jour. C'est assez bien maintenu. Et ensuite, pour faire mon propre plugin, j'ai un certain nombre de méthodes comme route, save qui permet d'utiliser les cookies, les helpers comme on a pu voir tout à l'heure, des méthodes, je peux rajouter des events, je peux me mettre sur les événements de la requête. Tout ça fait partie de mon plugin. C'est-à-dire si je désactive mon plugin, il n'y a plus tout ça, je suis sûr d'avoir un serveur propre. Au niveau des statiques et des vues, c'est aussi géré. Normalement c'est géré par un plugin, mais là je l'ai fait sans plugin. Il y a des méthodes view qui permettent de dire je veux que tel dossier soit disponible avec tel niveau d'arborescence. Et si jamais tu trouves des points HTML, je veux que tu les appelles avec handlebars. En l'occurrence ici. Après, ici encore, par exemple, si j'ai des statiques, je lui définis les routes sur lesquelles il peut aller chercher ces statiques, en lui disant, ben voilà, je veux que ce soit un type directory. J'ai rien à faire de plus que lui dire, c'est dans tel dossier, si jamais tu as un appel, tu vas chercher dans tel dossier, tu me redonnes le fichier statique. Et ici, par exemple, je crée une page exprès pour pouvoir dire, ben voilà, si jamais j'ai un reply.view, je veux que tu ailles chercher la view index, qui se trouve dans le dossier que je t'ai défini avant, avec l'objet contexte pour pouvoir la populer. Enfin, l'authentification. Hapi propose... alors, on trouve de l'OS 1 sur Hapi, on ne trouve pas de OS 2, bizarrement, parce que Eran Hammer est sorti de cette norme. Mais derrière, au niveau authentification, c'est vraiment quelque chose qui lui tient à cœur. Et on trouve énormément de types différents d'authentification. Pour s'authentifier, en l'occurrence, c'est juste mettre un plugin et pouvoir ensuite enregistrer sa stratégie. Et ensuite, sur chaque route, dire est-ce qu'il y a une authentification, et s'il y a une authentification, de quel type elle est.
Et après, pour faire une authentification, j'ai besoin d'une méthode validate, et en l'occurrence, là, ben, c'est pour créer un formulaire de login et de logout. Ici, par exemple, lorsque je registre ma stratégie, je lui dis quoi? Je lui dis que c'est une stratégie à base d'un cookie, avec une session. Je lui donne les options du cookie. J'exporte mes routes et c'est fini. Pas bien plus compliqué que ça. Donc en conclusion, je trouve que Hapi, il y a des possibilités, des bonnes idées. C'est une communauté confirmée qui grandit. C'est-à-dire que c'est quand même des personnes qui sont assez connues dans le monde Node, qui sont très au courant de ce qui s'y passe. C'est un exemple vivant de framework qui tient en production parce que c'est utilisé par Walmart en prod sur leurs API mobiles. Un point aussi positif que je trouve, c'est que c'est plus proche des frameworks classiques PHP, MVC que Express où on passe énormément sur du code et moins sur de la conf. Après, le côté négatif, c'est que c'est très bas niveau. Comparé par exemple à Strong Loop où ça fait de la génération automatique de routes, ici on doit les générer à la main. Et c'est bien moins pratiqué qu'Express, ce qui fait que forcément on a moins de support, moins de plugins et que c'est bien reconnu. Ouais. Bon, merci. Si vous avez des questions. Alors, question? Ah. D'abord, bravo, ça fait beaucoup de choses. Comme tu as présenté les éléments genre en request, en réponse, tout ça, c'est des éléments qui sont fournis par le framework. Je ne sais plus si tu l'as présenté, comment tu rajoutes, déjà, si tu peux rajouter tes événements custom du genre My Custom Authentification et justement les mettre au bon endroit dans le cycle de vie du traitement de la requête. Alors, ce que j'ai eu l'occasion de faire, j'ai pas eu trop l'occasion de faire ça, mais au vu de ce que j'ai compris, la méthode ext va permettre de te mettre sur les events existants du cycle de vie Hapi, mais tu as events.on, où toi-même tu vas pouvoir trigger tes events tout au long du cycle de vie et donc y réagir. Donc tu vas pouvoir enrichir comme ça virtuellement en te pluguant sur un événement déjà existant. Mais il n'y a pas moyen de dire My Custom Authentification, je veux qu'elle apparaisse après, de façon déclarative, je veux qu'elle apparaisse après, juste après je dis une connerie, mais enfin on request. Bah en fait de base, vu que c'est juste après le routing, de toute façon ton authentification est supposée avoir lieu entre on pre-auth et on post-auth. Sinon quelque part, si tu mets des plugins externes, il va se retrouver un peu chamboulé par l'idée de se dire ah tiens, l'authentification n'est pas au bon endroit, qu'est-ce qui se passe? Non, ce cycle de vie est assez minuté et tu es supposé faire les choses qui se font aux endroits où c'est supposé se faire. Et en l'occurrence, si tu fais ta propre stratégie d'authentification, en fait, l'event que tu veux, il existe déjà et c'est on post-auth. Il est déjà là et donc tu n'as pas besoin de le coder, il sera appelé tout seul et tu as juste à l'écouter. Oui, là j'ai présenté les authentifications existantes, mais tu peux très bien écrire la tienne. Et même à l'intérieur de la tienne, donc appeler un événement custom en disant, voilà, même si je suis entre on-pre-auth et on-post-auth, je veux que ce soit tel événement qui réagisse. Je ne sais pas si c'est... Super. Ouais. Alors moi j'ai juste deux petites questions. C'est l'écosystème des plugins en fait. Est-ce qu'aujourd'hui il suffit amplement à faire une application? Est-ce qu'ils sont principalement écrits par des mecs d'API ou alors il y a une communauté? Est-ce qu'ils sont propres et tout ça? Enfin voilà.
Alors, moi j'ai arrêté d'utiliser API il y a 6 mois tout simplement parce que je suis passée sur du front. Mais il y a 6 mois, globalement les plugins, en gros c'est un framework quand même assez récent, c'est-à-dire en juin de l'année dernière était version 1, là on est à la version 8. Et il faut encore régulièrement des réécritures pour améliorer les choses, pour faire des choses un peu plus complexes. Notamment là ils viennent encore de... Enfin il y a 1 an ils ont rajouté les domaines parce que ça permettait de mieux encapsuler les requêtes. Les plugins en fait sont d'abord injectés dans Hapi et ensuite quand ils se rendent compte que ça ne fait pas partie du cœur de Hapi, ils ont tendance à les sortir pour ajouter de la modularité. À l'heure actuelle, il doit y avoir une trentaine de plugins qui font pas mal de choses, qui font... voilà par exemple, ça c'est un exemple, qui gèrent les vues, qui permettent de faire de l'authentification, qui permettent de gérer des batchs de requêtes HTTP. Quand il y a un besoin, généralement ça vient de Hapi, enfin ça vient de Spamco qui est l'équipe de Hapi. Il y a une communauté pas très grosse, mais il y a une communauté autour. L'équipe de Hapi est plutôt efficace, il émerge régulièrement. Moi j'ai pas encore trouvé de limite sur... Enfin, si, par exemple, moi je voulais faire un serveur OS 2 sur un framework Hapi, j'ai été obligée d'aller récupérer un framework Express et l'adapter pour aller sur mon Hapi. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est un peu la limite, c'est encore petit. Ils avaient mis en place un plugin qui permettait de transformer une requête Express en requête Hapi et l'inverse. Ça n'a jamais été mené à bout parce que c'est pas leur volonté c'est qu'on utilise des choses Hapi. Donc il manque, mais c'est faisable d'adapter un Express. C'est une prise de tête, hein. Soyons réalistes, on l'a fait, c'était pas un bon moment, c'était du code assez jetable. Après, en termes de qualité de code, Eran Hammer, il a quand même un certain nombre d'habitudes. Par exemple, sa gestion des privates, il crée un objet internal, ce qui fait qu'il encapsule beaucoup de choses, ce qui fait que c'est pas accessible du tout. Moi, je suis pas particulièrement fan parce que quand il faut réécrire une partie du code pour l'adapter à ta sauce, c'est une galère. Après, son code est généralement testé. Pas à 100%, parce que j'ai déjà vu en test coverage il est à 100%, mais dans les faits il passe par la fonction sans vraiment tester forcément dans tous les cas. Mais il essaye, c'est quand même du beau travail, derrière il y a pas mal de qualité et de quantité. Comparé à Express, après je pense pas que ce soit comparable, parce qu'on compare quand même un groupe peut-être de 50 personnes contre plus d'1 millier, je pense. Donc à leur hauteur, à ce niveau-là, et si ça grossit, ça peut devenir quelque chose de très très bien. Deuxième petite question, vite fait, c'est juste que comme j'aime bien ta présentation, c'est la deuxième que je vois qui est vraiment super. T'as un petit projet test ou quelque chose comme ça? Parce qu'il y a plein de bouts de code. Est-ce que tu as un ensemble disponible sur un Git ou Alors, il y a moins d'une semaine, aux États-Unis, il y a eu le November. Au November, il y a eu une présentation sur Hapi.js avec un walkthrough, avec en fait des morceaux de ce que j'ai récupéré, enfin, je les ai enrichis, modifiés, mais globalement, je pense que le projet fonctionne. Mon PC était en panne, j'ai pas pu le cloner chez moi, mais je pense que leur projet fonctionne avec des vues, avec quelque chose qui fait vraiment du login, qui fait vraiment à peu près tout ce qu'on vient de voir, de l'authentification, des vues, de la gestion des statiques. Même je crois qu'ils sont allés jusqu'à, pas entièrement, mais pas loin de rajouter des WebSockets, pour pouvoir faire de la détection de capteurs, depuis un capteur sur des radios. Mais voilà, le projet fonctionne, je pense. Après, le meilleur exemple de framework, enfin de Hapi que j'ai vu pour l'instant, c'est se donner les bouts de code. J'ai jamais vu de projet à source ouverte utilisant Hapi. Mais ce serait bien s'il y a des volontaires. À un moment, tu as dit que... je vais formuler la question. La réponse était stockée en mémoire jusqu'au prochain tick et là, elle est envoyée sur le réseau. C'est ce que j'ai compris. Est-ce que ça ne pose pas des problèmes de mémoire, justement? Parce que au lieu de l'envoyer progressivement et de ne pas la stocker en mémoire, je vais devoir la conserver. Je ne sais pas, j'ai 60 000 utilisateurs, c'est-à-dire que j'ai 60 000 pages web qui sont stockées en RAM pendant un tick. Comment ça se gère? En fait, si jamais c'est quelque chose de plus gros, dans ce cas, mieux vaut ne pas utiliser la méthode. Enfin, la méthode reply est capable déjà de déterminer la taille de ton objet. Si jamais tu mets un gros objet, potentiellement, elle va essayer de le stocker en session ou en cache le temps que ça arrive. Donc elle a un système aussi pour dire si c'est suffisamment petit, je le stocke dans le cookie, enfin bref, je m'en débarrasse. Si jamais c'est trop gros, elle va passer en mode stream.
ou en mode buffer, je ne sais plus lequel des deux ça correspond. Mais voilà, cette méthode reply est très, voire trop intelligente, c'est-à-dire son but c'est vraiment de déterminer ce que tu cherches à lui envoyer et elle va chercher la meilleure réponse de le retransmettre derrière. Ouais, voilà, donc si tu as des très gros trucs, bah, tu peux lui passer des streams. Dans ce cas, la seule chose que ça veut dire, c'est qu'il va délayer le moment où il va commencer à pousser les streams. Mais ça coûte rien, parce que toi, si c'est un stream sur un fichier, en fait, tu as à peine commencé à le lire. Ouais, Voilà. je comprends bien. On va en prendre une dernière, et puis après, je suis sûr que vous pourrez poser plein de questions après et qu'elle sera disponible. Oui, c'est une question très simple, c'est juste savoir à peu près le coût d'entrée, la API par rapport à Express, quoi, parce que ça a l'air d'avoir plein de features qui sont cool, mais quand même un peu plus dur à apprendre. Alors moi j'ai eu plus de facilité à rentrer dans Rappi que dans Express. Je trouvais Express plus compliqué, bon je ne rappelle plus à quelle version je suis rentrée, mais c'était juin de l'année dernière en fait, donc c'était pas forcément la version la plus simple et puis la doc était pas top. Donc j'ai eu beaucoup moins de difficultés dans Rappi parce que finalement les mécanismes de base on les utilise tout le temps. Tellement que finalement effectivement on arrive vraiment soit sur du très technique soit sur du très métier. Parce que les choses de base on les fait quasi spontanément. Ben, merci beaucoup.